Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde avec un léger retard qui vous a permis ce magnifique interlude musical à entendre. Une petite. C'est la problématique, je dirais, de la ruralité ou des néo-ruraux. C'est-à-dire que parfois les connexions Internet ne fonctionnent pas parfaitement, ce qui ne nous empêche pas d'être présents avec eh bien, l'ensemble de ceux qui sont le support d'une émission de radio et que je remercie à chaque fois, et ce n'est pas pour rien parce qu'ils se démènent pour aider à la connexion des uns et des autres. Et c'est Claudia qui est à la technique qui officie aujourd'hui et que je remercie bien évidemment. Je sais qu'il y a au moins Sylvie, Patrice, je ne sais pas, puisque Sylvie m'a appelé inquiète de ne pas me voir ce matin. En tout cas, je remercie la bénévole Sylvie qui se trouve, et donc peut-être aussi Patrice, euh, au standard de Radio Courtoisie. Donc n'hésitez pas à leur poser questions, remarques, observations. Ils nous les transmettront principalement, si vous le voulez bien, exceptionnellement aujourd'hui par courriel électronique. Mais attention, nous sommes bien en direct, hein, chers auditeurs. Donc il ne faudra pas hésiter. Et des questions, elles ne vont, à mon avis, pas manquer au regard de mes invités. Ceux qui sauvent, c'est le titre de cette émission. Ceux qui sauvent bien le corps et puis ceux qui sauvent l'âme. Mais là, nous allons parler d'abord de ce qui sauve le corps, même si on s'est rendu compte qu'il nous était des fois vendu un certain nombre de médications qui, au prétexte de sauver le corps, pouvaient même endommager l'esprit et l'âme, à mon avis. J'en suis même totalement convaincu, malheureusement. Mais là, nous avons affaire au docteur Vincent Reliquet. Donc, nous ne risquons rien avec cet ancien médecin urgentiste que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, qui ensuite a exercé la médecine générale dans le nord de la France. Il est le cofondateur de l'AIMSIB, vous savez, cette association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Et je vous confirme que le docteur Vincent Reliquet est un médecin bienveillant que j'aurais bien aimé d'ailleurs avoir, même si j'ai toujours eu un très bon médecin généraliste, que j'aurais aimé en tout cas avoir comme médecin. Et donc il a cofondé l'AIMSIB avec le docteur Michel de Lorgeril. Voilà, il milite entre autres contre l'hyperconsommation médicamenteuse et il est édité par les éditions Viva Santé. Et c'est justement sur les pouvoirs de l'iode que nous allons aujourd'hui échanger avec le docteur Vincent Reliquet, que vous avez été amené à connaître au moment de la crise Covid. Il nous a été un soutien important pour moi, essentiel pour comprendre ce qui s'est passé à partir de 2020. Bonjour, docteur Vincent Reliquet, et Ah bah, bienvenue. écoutez, merci beaucoup. Quelle belle introduction. Félicitations pour votre parcours météoritique aussi. Le vôtre est absolument remarquable vers les sommets de la presse alternative. Je vous félicite, Monsieur Stocker. Bah, écoutez, venant de vous plus encore, ça me touche particulièrement. Merci beaucoup, docteur Reliquet. Alors, l'iode et les pouvoirs de l'iode, comment ça contre les cancers, l'hypothyroïdie, la baisse du QI, les dépressions, l'eczéma, la fatigue. Eh bien, il faut réhabiliter, écrivez-vous, cet oligo-élément qui est essentiel à la bonne santé et qui pourtant a fort mauvaise presse. Mais peut-être peut-on commencer par cet historique. Pourquoi donc l'iode a-t-il eu mauvaise presse, contrairement, tout le monde est tout à fait d'accord pour prendre du magnésium, du zinc, toutes sortes de petites molécules ou d'oligo-éléments. Mais alors l'iode, tout de suite, même ceux qui sont les plus ouverts aux médecines alternatives, on leur parle d'iode. Ouh là là, de quoi nous parle-t-on? Oui, alors c'est vrai, c'est tout l'objet de mon livre, hein. Euh, Si vous voulez, le problème, c'est que moi, j'ai étudié beaucoup la micronutrition à une certaine époque. La micronutrition, c'est la science qui vous permet de savoir quelles sont les molécules à l'état de trace qui vont changer votre vie si vous les consommez ou si vous les synthétisez ou si vous en êtes démuni.
Donc à partir de là, on peut se rendre compte qu'évidemment, la problématique sur les vitamines, à l'époque du Covid, on a énormément abordé le sujet de la vitamine D. Mais progressivement, on s'aperçoit que certains micronutriments essentiels, traces, comme l'iode, sont totalement ringardisés, galvaudés, voire même rejetés par la médecine. Alors c'est arrivé pour quelle raison? Bah, vous avez raison, il y a bien un début. Le début, c'est 1950. Il y a eu deux chercheurs à Berkeley qui ont, probablement, parce qu'ils avaient un peu une recherche de notoriété malsaine, ils se sont amusés à bourrer deux rats avec de l'iode et ils ont écrit dans un article scientifique qui a eu un retentissement mondial immédiat que l'apport en iode de manière trop importante chez un rat pouvait entraîner un arrêt du fonctionnement de la thyroïde. Ils ont écrit ça. Ils ont écrit ce truc. C'est mauvais, mais c'est abominablement mauvais sur le plan scientifique. Mais personne n'a remis en question les oukases de Wolf et de Chekhov. Donc, on a vu arriver un effet qu'on n'avait jamais vu nulle part en médecine, l'effet Wolf-Chekhov. Ça Voilà. consistait à dire, l'effet Wolf-Chekhov, si vous donnez de l'iode, vous bloquez la thyroïde, ou alors elle hyperfonctionne. Alors, on n'a jamais vu ça. Un produit qui vous donne l'arrêt ou la marche rapide, c'est quand même un truc incroyable. Mais on a infusé ça depuis maintenant un siècle, hein. Donc c'est bien installé dans les esprits. Quand on donne de l'iode, on bloque la thyroïde. Le problème, c'est que quand on prend les écrits indépendants de l'OMS, alors il faut les chercher, mais il y en a encore quelques-uns de tous les ans. Il y en a quand il n'y a pas d'argent à gagner. Alors là, les gars, ils sont tous, il n'y en a pas un qui touche de l'argent des labos, et ils ont tous écrit que l'Europe de l'Ouest était dans un état de manque d'iode catastrophique. Alors Toutes voilà. les tranches d'âge, les petits, les femmes enceintes, les vieux, les adultes, tout le monde manque d'iode. Alors moi, mon boulot, mon travail dans ce livre, c'est que je me suis demandé si même l'OMS avait raison quand elle donnait des propositions thérapeutiques de 150 microgrammes d'iode par jour. Je me suis dit, est-ce que ça va suffire? Et puis, je suis parti à l'aventure pour écrire ce livre, et je me suis rendu compte que ce n'est pas 150 microgrammes d'iode qu'il faut apporter aux gens, c'est 100 fois plus pour être Ah en oui. forme. Donc, les prérogatives de l'OMS, les propositions de l'OMS sont minorées d'un facteur 100, et toute la population européenne n'est même pas au niveau des propositions de l'OMS. Ça veut dire qu'on est en dessous de 1% de la quantité d'iode qu'on devrait absorber tous les jours, que j'absorbe personnellement tous les jours, depuis des années, et que mes patients consomment depuis des années, et tous les jours, je reçois des mails, des lettres, des trucs dans tous les sens, pour me dire c'est extraordinaire, je revis. Oui, évidemment. Quand on est à moins de 1% d'un aliment dans une alimentation, on peut pas prétendre à la bonne santé. C'est vraiment très impressionnant ce que vous dites, tout en sachant que si l'iode a mauvaise presse, il y en a déjà dans la nature, il y en a dans les aliments. Donc c'est une absurdité. Sauf que vous expliquez que, entre autres du fait de l'appauvrissement d'un certain nombre d'aliments, la quantité d'iode que nous pouvons ingérer dans une journée, par exemple, ou au cours d'une année, n'est pas suffisante justement et qu'il Oui, faut... c'est ça, vous avez raison. Alors, le problème, il est que dans l'alimentation humaine, il n'y a plus assez d'iode. voilà. Mais certaines peuplades, dans d'autres régions du monde, on a énormément, à une époque, dans les années 80, on étudiait énormément Okinawa. Le régime Okinawa, parce qu'ils étaient tous centenaires, Oui. les gars, donc il se passait Ah, bien voilà. quelque chose qu'il fallait comprendre. Eh bien, ces gens-là mangeaient des algues absolument à tous les repas, Ah matin, midi, oui. soir, et à partir de 2-3 ans, on Et roulait voilà. son riz ou son maquis avec de l'iode, avec des algues fraîches, et puis on était à des consommations d'iode de 30 milligrammes par jour. Bon, et ces gens-là ne faisaient plus de cancer, ces gens-là avaient des longévités de centenaires, mais largement, à une époque où nous, on plafonnait à 70 ans. Donc il se passait bien quelque chose d'extraordinaire, et ce que j'ai démontré dans mon livre, alors là, c'est vraiment des choses étonnantes, c'est Oui. qu'après la guerre de 40, évidemment, le Japon a été écrasé économiquement, militairement, il y a eu une immigration importante de beaucoup de Japonais vers les États-Unis. Et ces femmes-là sont parties évidemment survivre financièrement aux États-Unis avec des taux de cancer du sein nuls.
quasiment nulles. Et quand elles sont arrivées aux États-Unis, quelques années plus tard, elles étaient frappées du même niveau de cancer du sein que les Américaines du cru. Ça veut dire que quand elles se sont mis à oublier leur régime authentiquement Okinawa, elles ont retrouvé les mêmes emmerdements que l'américaine de base. Donc on ne pouvait pas dire c'est génétique, c'est machin, c'est pas génétique. C'est dès qu'on les a alimentées comme les femmes qui font des cancers du sein, elles ont fait des cancers du sein comme les autres. Donc là, on a quand même quelque chose, on a palpé quelque chose d'extraordinairement intéressant. Évidemment, on va nous dire: «Ah ben ouais, mais c'est pas possible que vous puissiez arguer que c'est forcément que l'iode». Je ne le dis pas. Je dis simplement que quand on a une alimentation qui, entre autres, contient beaucoup d'iode, comme par hasard Balthazar, eh ben, on a un état de santé florissant. Voilà. Mmh. Alors c'est vrai pour les algues, mais alors, donc les raisons qui fait qu'il n'y a pas, suffisamment d'iode dans nos aliments, déjà vous pointez du doigt des sols de plus en plus pauvres, hem et puis ensuite notre alimentation en tant que telle. Bon, les sols de plus en plus pauvres, on le sait bien, et puis après il y a des cas, alors est-ce que, le cas des œufs et vous parlez des œufs et des produits laitiers par rapport à l'iode? Alors oui, alors les carences dramatiques en iode, au 19e siècle, elles frappaient surtout les zones montagneuses, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, et cetera. Pourquoi? Parce que les lessivages des pluies depuis des millions d'années ont fait dégouliner l'iode dans les plaines, puis c'est reparti dans la mer. Donc quand on vit en autarcie en montagne, on n'a plus accès à l'iode. Ça a disparu. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à saler, à ioder le sel dans les années 1820, 1840. C'était pour éviter le goitre, qui était la première expression d'une carence gravissime, et le crétinisme. Ça donnait des enfants qui faisaient 1 mètre de haut et puis qui avaient un QI de lévrier. C'était abominable. Bon. C'est Donc, une carence en iode, ça? c'était purement de la carence en iode. Bon. Donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quand on donne à un animal un complément alimentaire avec de l'iode, il va le transmettre soit dans son lait, son veau, soit dans ses œufs pour son poussin. Donc, quand vous donnez un complément alimentaire riche en iode à une poule ou à une vache, vous allez vous retrouver avec de l'iode dans le lait et du l'iode dans le jaune d'œuf. D'accord. Alors, la chose importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens tiennent en l'air, ils ne le savent pas, hein. Ils ne tiennent en l'air quasiment que par l'iode qui est inclus dans les produits laitiers. Parce que quand on veut récupérer le lait, on nettoie le crayon des vaches avec un produit iodé, la Oui. bétaline. Cette bétaline, on sait pertinemment qu'elle coule dans le lait. Ça vous dit, on peut dire c'est dégueulasse, j'ai pas envie de boire de la bétaline, mais c'est ce qui tient encore en vie. C'est parce que quand les gens se coupent de tout produit laitier, Oui. alors ils se coupent de 90% du D'iode? pauvre 1% qu'ils avaient déjà pas facilement réuni. Ils n'ont même plus le 1% quand ils n'ont plus aucun produit laitier. Les gens qui sont sans produits laitiers sont des gens qui sont en grand danger de Ah oui. tout. Cancer, démence, surpoids, diabète, troubles du rythme, infarctus, eczéma, Ah oui. emmerde de tout. Bon, ces gens-là sont en grand danger et j'insiste parce que aujourd'hui la mode, c'est de dire: «Ah les enfants, les protéines de lait de vache, c'est pas bon, on va leur mettre Oui. des laits végétaux». Bah, très bien, faites ça. Bah, les enfants, ils ont, du coup, à partir de l'âge où ils quittent le sein de leur mère, en admettant qu'ils y aient jamais été, et Oui. ben, ils se retrouvent sans aucun iode pour, maturer leur encéphale et ça donne des enfants avec des carences, intellectuelles, importantes, hein. Ah Donc oui. bah, oui et puis ces enfants, ils poussent pas, ils restent petits et puis ils ont des troubles du comportement. C'est des enfants qui dorment mal, qui ont d'énormes difficultés pour, se concentrer dans leur travail. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, leur cerveau, il leur manque l'essentiel, l'iode. Donc si cette émission peut servir à Ah au oui. moins une chose, réveillez-vous, chers parents qui avez des enfants sans lait de vache. Vous devez vous préoccuper de leur statut en iode. C'est pas compliqué. On fait un recueil d'urine dans une petite crachouillette, comme s'ils avaient une infection urinaire. On emmène ça au labo.
Il n'y a pas besoin d'ordonnance parce que c'est non remboursable. Et si on vous dit qu'ils ne sont même pas à 150 microgrammes par litre, mais qu'ils sont à 12, ce que j'ai vu encore la semaine dernière, 12, qu'est-ce que vous voulez? C'est un enfant mais il est voué au malheur, ce Ah petit. là là. C'est abominable. Voilà. Alors, c'est très impressionnant ce que vous expliquez et sur le fait que justement des carences ou des modes alimentaires ou bien les produits laitiers ont plein de défauts, ce qui est le vrai d'ailleurs C'est vrai probablement. d'ailleurs, oui. Hein, mais alors je ne vais plus leur donner de produits laitiers, ben voilà, vous n'avez plus d'iode, donc en fait vous compensez par une véritable catastrophe, à moins de si vous ne voulez pas prendre de... Alors il faut prendre des compléments, il faut Ouais. voir l'intérêt des compléments. Déjà peut-être par rapport aux perturbateurs endocriniens, donc l'iode a des vertus. Ah bah, mais alors évidemment, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez dans votre organisme énormément de tissus qu'on appelle iodoconcentrateurs. C'est des tissus qui sont, qui sont structurellement fabriqués avec ça et là des atomes d'iode, mais qui sont absolument fondamentaux. Ils sont fondamentaux, ne serait-ce que pour une chose, pour pas qu'ils se cancérisent. Si vous n'avez pas l'iode, le tissu se cancérise. Parce qu'on l'a Ah vu pour le oui, cancer du sein, cancer de prostate, cancer de l'ovaire, cancer gastrique. Cancer gastrique, ça avait été découvert en 1923. Le fait que de manquer d'iode, ça donnait des cancers de l'estomac. Vous voyez quand même qu'on revient à loin. Hein. Bon, puis vous voyez quand même que j'avais travaillé mon affaire parce que j'ai énormément regardé les archives oui. sur les carences en iode du début du XXe siècle. Donc, Ah oui, non, mais il y a dans ce. Voilà, et puis il y a chez les vrais médecins, il y a cette âme de l'enquêteur, de celui qui va non mais enquêter au travers des archives, vous avez l'histoire. raison, mais quand on veut aborder un sujet de santé publique, il y a le début, le milieu et demain. Donc si on ne va pas voir ce qu'on a fait bien et mal au début, on va déjà patauger pour savoir comment on va pouvoir avancer pour la suite. Donc cette histoire de tissu iodoconcentrateur, si vous n'avez pas d'iode, parce que votre alimentation en est démunie, bah, vous avez tous les perturbateurs endocriniens qui ressemblent à un atome d'iode que les cellules vont choper à la place. Fluor, brome, perchlorate, à fond. Vos cellules vont se bourrer de fluor, de perchlorate et de brome. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Puisque de toute façon, elles dysfonctionnent, puisque ce n'est pas de l'iode qu'il y a, mais un perturbateur endocrinien. À un, elles vont mal sécréter ce pourquoi elles sont établies. Et deux, elles vont se cancériser. Cancer de la thyroïde, cancer du sein, cancer, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas d'iode, vous risquez déjà de mal fonctionner, mais en plus, vous ouvrez la porte à des perturbateurs endocriniens qui sont super fréquents. Alors, aux États-Unis, ils se bagarrent en ce moment contre le fluor, parce qu'ils ont fluoré leur eau de boisson. Et tout, on le sait aujourd'hui, tous les rapports, mais non, tout va bien, etc., tous les rapports étaient frauduleux sur les conséquences d'une fluoration des eaux de boisson. Ça flingue complètement le cerveau des enfants, ça, on n'a Oui, aucun doute. Et puis c'est cancérigène, vous savez aussi. Mais là où les Européens ne sont pas au courant, c'est que le brome, personne ne connaît le brome. oui, Le brome, c'est un retardateur de flamme. C'est-à-dire que tous les industriels du oui. monde, quand ils vous fabriquent une moquette, une couverture, un rideau, un slip, ils vous mettent un retardateur de flamme pour que justement vous soyez prémunis contre le fait de vous embraser comme une torche si jamais, par mégarde, une flamme s'approche de vos vêtements ou de votre habitation. Il faut C'est ça. savoir que là où il y a le plus de brome, c'est une bagnole neuve. Là, vous imaginez que le risque d'incendie, il est maximal, surtout avec les véhicules électriques où les constructeurs n'ont qu'une peur, c'est l'embrasement subit du véhicule. Donc, dans les véhicules neufs, vous avez des quantités astronomiques de brome qui seront libérées tranquillement pendant 20 ans. Chaque fois que vous vous installez dans votre voiture, vous respirez du brome. Donc, vous vous chargez en brome à chaque fois que vous rentrez en bagnole. Et à chaque fois que vous rentrez dans votre chambre, que vous mettez votre tête sur votre oreiller, il y a du brome dans votre tête d'oreiller. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'iode, bah, vous avez le brome. Bah, bonne chance. Hein. Bonne chance, voilà, c'est ça. Vous avez ça, vous avez le brome, le fluor, les perchlorates. Oui, bien sûr. Alors, les perchlorates,
C'est une famille gigantesque qui peut vous faire des pesticides, des plastiques, des billets d'avion, des emballages alimentaires, hein, voilà, dans lesquels on trouve des traces de perchlorate sans aucun problème, le bisphénol, etc. Non, c'est absolument abominable. Donc, ayez ça en tête. Si vous n'avez pas d'iode, vous laissez la place aux perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, on sait, on l'apprend, on se souvient de Corinne Lalo et de son livre justement sur les perturbateurs Ouais, bien sûr. endocriniens. Et pour avoir fait de très nombreuses émissions avec elle, nous en connaissons tous les dangers. Et évidemment, eh bien, c'est un moyen justement de s'en prémunir. J'aimerais qu'on fasse un point complet entre le iode, on le sait bien, l'iode, la seule cause, la seule raison qui peut pousser à ingérer de l'iode, en tout cas dans le discours actuel, hein, c'est dans le cas de radiation nucléaire, de Ouais, radioactivité. ouais. Et oui, et peut-être y en aura-t-il dans le kit de survie qui nous est envoyé par les pouvoirs publics cet été. Non, ben non, parce qu'on n'en a pas assez en plus en matière de politique publique. Bravo, c'est comme les masses, c'est comme tout. Oui, mais non, finalement, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert. Mais ça sert surtout par rapport à la thyroïde. Un l'iode, j'aimerais que vous nous fassiez, si vous le voulez bien, quand Ouais. on sait le nombre de personnes qui souffrent en plus de problèmes de Alors thyroïde, les liens. là, il faut bien écouter parce que c'est pas très très simple. Il faut déjà partir sur une notion de chimie qui est importante, c'est ce qu'on appelle un isotope. Un isotope d'un atome, c'est un atome qui a le même nombre d'électrons et de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Ça veut dire que la constitution du noyau est pas tout à fait identique parce que le nombre de masses qui n'est pas chargé, les neutrons, varie. Donc vous pouvez avoir différents atomes d'iode dans la classification de l'iode. Voilà. Alors, par exemple, on a l'iode alimentaire, c'est un atome d'iode 127. Ça veut dire qu'il y a le nombre de masses, c'est 127. Vous avez un nombre de protons et de neutrons qui est de 127. Mais dans une centrale nucléaire, on va enrichir l'iode en 131. Donc, on va rajouter des neutrons pour qu'elle pète mieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'iode 131 est un iode radioactif spontanément, et il n'est pas stable. Donc, c'est ça qu'on cherche aussi. C'est à faire en sorte qu'il se désintègre dans une centrale nucléaire pour produire de l'énergie. Donc, entre l'iode 127 et l'iode 131, il n'y a pas grand-chose à voir. L'un est un iode utilisé par les scientifiques pour fabriquer de l'énergie, et nous, on utilise l'iode pour faire tourner des machines biologiques. Bon. Donc, évidemment, quand on a une centrale nucléaire qui pète, alors un petit souvenez-vous, quand on a cru que la centrale de Zaporijjia, au début de la guerre en Ukraine, avait explosé, Oui. il y a eu un boom incroyable vers les iodes alimentaires, puisque moi, mon bouquin il était déjà sorti, et que je regardais le cours de l'iode alimentaire, il a pris x10 en 3 jours. Tout le monde s'est jeté vers l'iode alimentaire pour se prémunir justement de l'arrivée de l'iode 131 par les nuages de Zaporijjia, qui sont jamais arrivés. Mais bon, bref, donc comprenez bien, quand une centrale pète, elle va libérer l'iode 131 en atmosphère. Puis ensuite, elle partira au gré du vent. Et puis, si à un moment donné, l'iode 131 va tomber au sol et puis va participer à l'écologie du lieu. C'est comme ça qu'on a compris, après Tchernobyl, que ramasser des champignons à la frontière des Ardennes, c'est une connerie parce que, évidemment, le nuage s'était jamais arrêté là. Bon. Donc, quand on prend de l'iode 127 au moment où on attend un nuage toxique d'iode 131, on espère que la thyroïde va absorber tout l'iode 127 et bloquer tous ses récepteurs. Du coup, quand l'iode 131 arrivera, l'iode 131 ne sera pas capté par la thyroïde. Et donc, on aura moins de cancer de thyroïde au décours. C'est ça le message officiel. Le message officiel aussi, le problème, c'est que moi, je le démonte un peu dans mon livre parce que j'explique que pour que l'iode attrape un atome d'iode, il faut qu'elle ait l'équipement enzymatique pour attraper l'iode. Et quand elle a été mise à la portion congrue pendant des années sans iode, l'équipement Oui. enzymatique, il est mauvais.
Donc, on risque d'avaler de l'iode 127 en grande quantité et pas le Oui. fixer sur la thyroïde. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur le fait que je voudrais que tout le monde prenne de l'iode 127 tout le temps. Comme ça, on bourre notre thyroïde avec du bon iode et on se fout complètement, ou presque, qu'un nuage d'iode 131 passe un jour. Parce que de toute façon, nous, on est bourrés. On est full iode tout le temps. Donc, on ne craint plus rien. Voilà. Et On oui, on ne ne peut plus en prendre. Notre organisme ne peut plus ne en peut plus en prendre ingérer. en plus, puisqu'on a saturé tous les récepteurs à l'iode depuis des mois avec nos apports qui sont très largement supérieurs à nos besoins. Ça n'a aucune importance en général, car la fonction urinaire est là pour nous débarrasser de l'iode qu'on aurait pris en trop. Donc ça n'a aucune importance. Ça, c'est vraiment passionnant. On va en parler, hein, des supplémentations en iode, sachant que c'est une introduction aujourd'hui, hein. Même pas, du fait du petit problème technique, même pas 45 minutes pour en parler. Ce qui est très bien, ceci dit, hein. Le pouvoir de l'iode aux éditions Très Daniel, le docteur Vincent Reliquet. Je le dis, je vais le répéter encore pour nos auditeurs, parce que justement, on en parle, mais je pense que s'il y a bien un livre à acquérir pour tout savoir sur l'iode et sur les pouvoirs de l'iode, il n'y a pas d'autre moyen que d'acheter le livre du docteur Reliquet. Il y a la thyroïde, et donc avec finalement beaucoup de choses qui pourraient être réglées, alors que le TSH, toutes ces mesures, ça peut induire des erreurs de traitement. Peut-être aller aussi sur, à moins que vous ayez des choses encore à ajouter sur la thyroïde, et il y en a énormément, les troubles cardiaques, le cholestérol, les problèmes artériels et le l'iode, parce que l'iode régule énormément de choses en fait dans l'organisme. Bien entendu. Alors là, vous abordez le problème épineux des maladies cardiovasculaires, Oui, où on vous dit que de toute façon, il n'y a que les médicaments anti-cholestérol qui vous sauveront, c'est pas la peine de faire du sport, c'est pas la peine de c'est manger ça. intelligemment, vous prenez des médicaments anti-cholestérol, et puis la nouvelle mode aujourd'hui, piquez-vous avec un stylo qui va vous envoyer des espèces de molécules qui vont vous faire maigrir. On passe sous silence le fait que beaucoup de gens se suicident parce que ça donne des troubles neuropsychiques importants, les Oh nouveaux là là. produits pour maigrir. Donc, Oh là. ce genre de délire, évidemment, n'est porté que par les intérêts des industriels du médicament, pas du Du tout big pour pharma. les médicaments. Voilà. Alors, l'iode et la santé cardiovasculaire. Il faut comprendre un truc amusant. Alors, pour vous dire, puisqu'on nous dit que l'iode, c'est toxique, effet Wolf-Chaikoff, je vous cite un médicament qui s'appelle la cordarone, qui est un médicament qui est utilisé larga manu depuis des dizaines d'années en La Europe. cordarone, Ange ou démon, pour Eh ben parler voilà, alors d'un élément de votre livre. la cordarone, c'est un anti-arythmique français qui est donné à des personnes généralement âgées, fragiles, qui ont des troubles du rythme cardiaque importants. Et on s'aperçoit que la cordarone, elle a un effet, elle a deux effets. Elle a trois effets. Elle a un effet qui régularise certains troubles du rythme grave, ça c'est indiscutable. Deux, on s'apercevait, on comprenait pas bien, que quand on les met sous cordarone, nos petits vieux fatigués, ils sont en pleine forme, ils pètent le feu, ils sont heureux, machin. Et puis trois, là, ça nous fait moins rire, mais dans 30% des cas, on a de bons gros effets indésirables graves Ah, de la cordarone. Alors, et dernière chose, il y a 130 milligrammes de d'iode dans chaque comprimé. 130 milligrammes, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus que les préconisations de l'OMS. Et vous voyez, là, tout d'un coup, ça fait plus peur à personne parce que c'est Big Pharma qui le vend. Donc, il y a 130 milligrammes, on donne ça à tous les petits vieux pendant des années. Alors, maintenant, il y a deux choses à dire. Un, pourquoi la cordarone est aussi efficace sur le rythme cardiaque? Ben, parce qu'il y a de l'iode. mhm. Et mon propos, c'était de dire pourquoi on ne donne pas d'iode à des patients qui ont des troubles du rythme cardiaque quand on a démontré qu'il manquait d'iode. Pourquoi on leur donne de la cordarone toxique? Moi, je voudrais qu'on leur donne de l'iode, pas toxique. Et si ça se trouve, le rythme cardiaque redevient normal à l'iode, pas à la cordarone. Et évidemment, j'ai donné beaucoup d'iode à énormément de coronariens ou de cardiaques avec des troubles du rythme, et on s'aperçoit qu'effectivement, on récupère des rythmes normaux avec de l'iode. Donc, c'est un super anti-arythmique, l'iode. Mais en plus, comme ça augmente la fabrication de beaucoup d'hormones, dont l'hormone thyroïdienne, qui est l'hormone du mouvement.
c'est l'hormone de la dépense calorique. Du coup, comme la plupart des hormones sont des bases de cholestérol, eh ben, il faut aller pomper dans les réserves de cholestérol pour fabriquer les hormones, et on voit que le cholestérol baisse chez les gens qui prennent de l'iode. Alors là, quasiment à chaque fois. Mais pour plein de raisons. Ils sont plus actifs, ils ont plus de besoins hormonaux, et puis en plus, ils ont envie de bouger. Donc, ils font du sport, des machins, et ça fait bouffer le cholestérol. Donc, on a régulièrement des baisses importantes du cholestérol chez les gens qui se supplémentent en iode. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, comme ils bougent plus, eh ben, ils perdent du poids. Ils perdent du poids, ils baissent leur tension. Ils perdent du poids, ils baissent leur tension et leur diabète fond comme neige au soleil. Donc, du jour au lendemain, en 6 mois de temps, vous voyez un petit vieux, gros, hypercholestérolémique, hypertendu, qui fait des apnées du sommeil, qui est triste. Vous le voyez 3 mois plus tard, il a perdu 5 kilos, il fait du sport, il est mort de rire, il dort, il a plus de diabète, il a réglé son problème hypertensif, il a plus de problème de sommeil, il est plus déprimé, il a plus d'antidépresseurs. On a viré 6 médicaments en un comprimé d'iode. Si c'est pas beau, ça, bah, ça fait pas beau. 6 médicaments. Oui, alors évidemment, ça, pour Big Pharma, c'est pas beau du Ah bah tout. non, C'est c'est même pas le beau. cauchemar, Ah, c'est le l'enfer. cauchemar. Alors, vous savez, dernière chose amusante, hein, enfin Oui. amusante, consternante. J'ai relu une recommandation un guide pratique, un guide des bonnes pratiques sur la prise en charge de l'hypothyroïdie, écrit par Merck, hein, le fabricant du Levothyrox, qui nous dit le traitement de l'hypothyroïdie de première intention, c'est de donner du Levothyrox. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de savoir si l'hypothyroïdie, elle est liée à une carence en iode. Non, 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 c'est dangereux, effet Wolff-Chaikoff. Donner une hormone. On manque d'un atome d'iode, on va donner une hormone. C'est ça la médecine. Oui, Bah, oui. on n'est quand même pas bien parti. Hein. Oh non, on n'est pas bien parti dans cette direction-là, tout du moins. C'est pas le bon chemin, c'est évident. Le bon chemin, il mène toujours vers la mer. Ah ouais. Et alors, et moi, je me souviens de ces bons médecins de famille qui conseillaient, ah, bah, cet enfant est en effet un peu asthénique, il lui faut il est fatigué, il lui faut le bon air de la mer. Et donc, derrière le bon air de la mer, il y a de l'iode. Hein. Bah, non, mais, écoutez, franchement, qui n'a pas déjà eu plusieurs fois dans sa vie cette révélation? Vous partez de Paris, Marseille, on s'en fout, enfin, pas Marseille. Et partez d'une zone peu iodée, vous arrivez sur un littoral, c'est la tempête, on vous fait marcher le long d'un chemin côtier pendant la tempête, le soir, vous avez du mal à dormir, et le lendemain, vous pétez le feu. Il s'est passé quoi? Bah, en fait, il s'est passé que vous avez respiré l'aérosolisation de la mer pendant Mhm. toute votre balade, et que vous vous êtes bourré de sels minéraux, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans la mer, et vous avez aussi respiré de l'iode. Donc, dès le lendemain, vous avez déjà un tout petit pool d'iode supplémentaire lié à votre promenade sur le littoral, parce que vous en manquiez, et donc vous avez pris ça tout de suite, et la thyroïde, elle a fonctionné direct, et votre cerveau, pareil. C'est pour ça que vous avez pété le feu le lendemain. C'est cerveau-thyroïde qui va bien. Voilà. Et 3 jours après, c'est fini, parce que vous avez quand même absorbé très peu d'iode pendant votre promenade. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est pour ça que quand on prend des comprimés d'iode dosés en milligrammes, après, on peut arrêter d'en prendre pendant 3, 4 jours. Quand on part en vacances, ça n'a aucune importance. On reste au taquet sur le plan de la forme physique. Alors, l'iode, vous avez des cofacteurs qui sont indispensables Ah à ouais. la pleine santé. Et ça, on les connaît bien, mais vous pouvez nous en reparler. Bah oui, alors bon, faut bien comprendre, tout est dans tout. On ne peut pas faire de la physiologie en disant on va s'occuper de ceci et pas de cela. On ne fait pas de Bien la sûr. politique à 2 balles. On essaye d'être humble et de comprendre que la physiologie, c'est un ensemble. Si vous avez allez, un moteur, vous avez un fusible pété, bah, le moteur ne fonctionne pas bien. Si vous n'avez pas mis d'huile, ça ne fonctionne pas bien. S'il n'y a pas assez d'eau, c'est pas là. Et c'est un ensemble, un moteur. Eh bien, nous, pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah bah tiens, je vais prendre de l'iode et j'ai tout réglé. Non. L'iode va vous servir pour la thyroïde à fabriquer des hormones thyroïdiennes. Mais c'est très compliqué de fabriquer une hormone thyroïdienne. Il faut déjà, la fabriquer sous une forme non active. C'est ce qu'on appelle la T4. La T4, elle est fabriquée en grande quantité. C'est l'hormone que vous donne le lévothyrox.
Et puis ensuite, il faut la rendre active, il faut la désioder, enlever un atome d'iode pour qu'elle devienne T3. Là, elle est prise par les cellules et elle métabolise énormément de choses. Mais il faut aussi qu'il y ait des transporteurs de l'enzyme T3 et de la T4 dans le sang. Il faut qu'il y ait un élément facilitateur pour que la T3 puisse traverser la membrane cellulaire de la cellule pour pouvoir activer dans le noyau. Et puis, il faut que dans le transfert dans le cytoplasme, il y ait un apport pour que le noyau puisse attraper la T3. Donc, vous comprenez qu'il y en a de partout, hein. Donc, pour faire clair, premier élément fondamental pour avoir une thyroïde qui fonctionne bien, il faut avoir un bon taux de fer. Voilà, c'est ceux qui ont des carences, des anémies liées à une carence en fer. Vous êtes fatigué, certes, par l'anémie, mais vous êtes fatigué parce que votre thyroïde fonctionne mal. Vitamine D, fondamentale, la D3, évidemment. Si vous avez un taux de D3 faible, vous aurez un faible ou nul, parce que ça se voit encore aujourd'hui, hein. On nous a dit, ah non, pas besoin de se supplémenter. C'est une vraie vaste fumisterie. On a tous besoin de se supplémenter parce qu'on a tous besoin d'arriver à des niveaux élevés de vitamine D3. Quand vous voyez les examens biologiques, on vous dit qu'il faut arriver vers 40 nanogrammes par millilitre dans le sang, c'est faux. Il faut arriver à entre 80 et 100. Là, on a un bon niveau pour la thyroïde, pour l'immunité, etc., le sommeil, etc. Bon. Alors, fer, vitamine D. Un autre élément essentiel, essentiel, le sélénium. Personne n'en parle. Ouais. C'est-à-dire que quand on a une carence en sélénium, non seulement vous aurez des problèmes thyroïdiens, mais c'est peut-être lié, vous aurez des problèmes cardiaques graves. Le sélénium, en général, en Europe de l'Est, en France, on n'est pas tellement carencé. On est surtout carencé en Europe du Nord. Mais rien ne vous empêche d'avaler 2 noix du Brésil tous les jours et vous aurez votre taux de sélénium impeccable toute la vie. Voilà. Pas compliqué. Tous les matins, on va pluquer 2 noix du Brésil et on passe à autre chose. Vous avez la vitamine A, fondamentale. Vous avez les vitamines du groupe B. Alors, là aussi, c'est pas très. Les carences sont pas très répandues. Ça arrive, la B12, la B6, mais en général, une alimentation bien équilibrée vous amène vos vitamines B. Mais, donc, prudence sur fer, vitamine D, sélénium. Voilà. C'est vraiment les 3 et vitamine A. C'est les 3 les plus fondamentales. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on a comme ça l'ensemble de ces cofacteurs. L'émission, cette partie en tout cas d'émission sur l'iode va toucher à sa fin, mais on ne peut pas ne pas parler au moins de tout ce qui peut supplémenter. Comment se supplémenter en iode à partir du moment. Alors certes, on va respirer le bon air marin, certes, on va manger des produits où il y a de l'iode, mais il arrive un moment donné, on l'a dit au début de cette émission, où la pauvreté des sols, la pauvreté des aliments en un certain nombre d'éléments essentiels, d'oligo-éléments par exemple, fait qu'il est important de pouvoir aussi, pour avoir le bon taux d'iode dans l'organisme en permanence, de se supplémenter. Alors, on ne dira pas tout. On sait il peut y avoir un certain nombre de contre-indications à l'iode ou en tout cas d'effets indésirables, éventuellement. Mais peut-être déjà quelques mots, puisqu'on me dit à la technique que le second invité n'est pas pour l'instant encore connecté. Donc, on va continuer avec vous un moment, Vincent, docteur Reliquet. Donc, nous dire un petit peu ce qu'il en est des supplémentations en iode. Alors, très Voilà. brièvement, c'est simple. Vous avez les produits naturels, c'est les algues type kelp ou kumbu royal. Ces produits sont remarquables quand ils sont séchés à l'air libre et pas chauffés, sinon on perd l'iode, ou alors quand ils sont consommés crus. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas titrer une algue. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire je veux 12 mg d'iode par jour. Comment vous allez faire quand vous avez l'algue dans votre assiette? Vous êtes incapable de savoir combien vous avez d'iode dans une lamelle d'algues. Bon. Donc, c'est déjà un peu embêtant pour un médecin de dire mangez comme ça, mais je ne sais pas combien vous allez consommer de quantité. Donc, c'est embêtant. Bon. Il ne faut pas oublier non plus que l'algue, en fonction de l'endroit où elle est récoltée, elle va aussi concentrer des métaux lourds. Parce qu'elle concentre l'iode, mais elle concentre le mercure, elle concentre les perchlorates, pareil, hein. Donc attention avec les métaux lourds qui sont contenus parfois dans les algues. Et puis enfin, dans mon livre, donc, qui s'appelle Les pouvoirs de l'iode, je vous donne les mauvais produits
et les bons produits. Donc les bons produits, il y en a 3 que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont bien équilibrés dans les formes d'iode qu'il faut avoir en fonction de tous les organes. Il y a des organes qui vont nécessiter de l'iodure de potassium, d'autres qui vont solliciter des apports en diiode. J'explique tout ça sur la fin de mon bouquin. Vous avez 2 produits américains qui sont en vente libre et un produit français qu'on connaît tous qui s'appelle le Lugol. Prudence avec le Lugol, c'est un produit remarquable, mais on peut varier les concentrations. On se retrouver avec des Lugol très concentrés qui font mal à l'estomac, donc je les déconseille. Et puis surtout, on perd l'iode au fur et à mesure qu'on ouvre les bouteilles. Donc voilà. Donc voilà. Et si vous voulez vous supplémenter, je vous conseillerais plutôt de vous documenter complètement Oui. en lisant En achetant le livre Voilà. Du docteur Reliquet. Voilà, je vais laisser la place à Martine. Et donc, voilà, parce que l'iode est en effet un élément dont on se rend compte qu'il a un rôle essentiel, sachant qu'on est sur du multifactoriel. On est d'accord qu'on ne va pas régler tous les cancers avec de l'iode. Non, jamais de la vie. J'ai jamais écrit ça. Bien sûr. J'ai même démontré, non, j'ai participé à la discussion en disant que certains cancers n'ont pas l'air d'être très intéressés par le statut en iode. Côlon, ça n'a pas l'air d'être un cancer qui s'intéresse énormément à l'iode. Mais par contre, estomac, oui. Certaines tumeurs de l'encéphale, pas vraiment. Mais beaucoup les cancers du sein. Bronchique, ça a l'air d'être c'est moyennement sûr. C'est surtout les organes génitaux qui ont l'air, et l'estomac, qui ont l'air d'être très impactés. Donc pour ces gens-là, les gens qui sont déjà atteints, faire un dosage initial et puis ensuite se supplémenter me paraît être une nécessité quand on est déjà frappé par ce type de cancer. Voilà. Eh ben, ça me rappelle des souvenirs de vous entendre, d'entendre ce débit de la parole chez le docteur Reliquet. On se sent tout de suite à l'aise avec le Le docteur Covid ne Reliquet. nous a pas tués, monsieur Stocker. Non, il ne nous a pas tués. Et, il n'a, et donc, mais quel import. J'espère que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes dans le Libre Journal de Géopolitique Profonde, mais que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie sont heureux de vous entendre à nouveau, docteur Reliquet, parce que Bon, merci beaucoup. combien, jusqu'à depuis maintenant, ça fait 5 ans, m'envoient encore des courriers, quand ils me rencontrent, me donnent des messages extrêmement chaleureux où ils disent vous nous avez fait tellement de bien et heureusement que vous étiez là à ce moment-là. Et ça, ces remerciements, je les dédie à l'ensemble de ceux que j'ai pu interviewer, mais j'ai envie de dire en particulier à ceux qui étaient mes permanents à l'époque. Et vous, docteur Reliquet, vous avez joué un rôle central dans la manière dont j'ai souhaité communiquer. Merci à vous. À bientôt. Et de toute façon, à très bientôt sur Radio Courtoisie. Bonne journée. Et je pense que nous allons passer maintenant un court bobino, ma chère Claudia. Écoutez votre radio et aidez-la. Elle en a besoin. C'est la dernière des radios associatives de la bande FM, avec un pareil spectre de possibilités d'être entendue, que ce soit sur l'ensemble de l'Île-de-France, dans le Grand Nord-Ouest, dans le quart nord-ouest de la France. Tout ça, c'est important. Et évidemment, nous avons besoin de nos bénévoles au standard. Bénévoles, ce sont les patrons d'émissions. Nous avons besoin de ceux qui sont des professionnels et qui, eux, sont rémunérés. Mais pour les rémunérer, il faut les dons aussi des auditeurs, évidemment. Et ces dons d'auditeurs, eh bien, ils sont essentiels. Donc, il faut bien sûr soutenir. Tout comme il faut, eh bien, pour Géopolitique Profonde, adhérer à la revue confidentielle. Eh bien, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Et ça aussi, c'est important pour Géopolitique Profonde, qui est partenaire de Radio Courtoisie. Et ce n'est pas la personne qui est maintenant avec moi qui va me contredire sur Radio Courtoisie et qui doit être heureux d'être aujourd'hui parce qu'il fut entre autres eh bien, le libraire de la librairie Murat, et ce pendant plus de 30 ans. Pendant 33 ans, c'est le cas de le dire même, c'est ce qui est surprenant. Et il vient aujourd'hui pour un livre sur le monde qui a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est aussi important.
et je le salue tout de suite, puisqu'il est avec moi aujourd'hui dans ce livre-journal. C'est Gaëtan de Salvatore. Bonjour, mon cher Gaëtan, et bienvenue dans ce livre-journal. Bonjour, Nicolas. Je suis heureux d'intervenir sur Radio Courtoisie. Ça me rappelle les temps jadis, lorsque notre ami commun Serge Dubeketch était un des directeurs de Radio Courtoisie et qui malheureusement il nous a quittés trop tôt. Hey. On partageait souvent ses analyses et on était en pleine osmose avec tout ce qu'il racontait et la précision de ses interventions. Et je remercie aussi encore une fois Radio Courtoisie, une radio libre et une radio de vérité. Voilà. Merci, ça nous va droit au cœur, Gaëtan. Alors, à l'entendre avec ce magnifique accent, eh bien oui, Gaëtan de Salvatore est né dans une région, c'est ce qu'il explique sur l'un de ses sites, sur lequel on reviendra, une région baignée par la mer et le soleil, c'est la Puglie, les Pouilles, région de l'Italie, voilà. Et son amour des livres l'amène à diriger, donc comme je vous l'ai dit, de 1976 à 2009, la librairie Murat, qui avait été fondée en 1927 et qu'il a rendu célèbre par ses animations de signatures d'auteurs, de salons littéraires qui réunissaient des écrivains de renom. Donc, c'est une extraordinaire expérience, c'est toute une partie de votre vie, Gaëtan de Salvatore, cette librairie Murat. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots encore ? Tout simplement, lorsque j'ai repris la suite de cette librairie qui a été fondée en 1927, c'était une librairie qui était plus ou moins, disons, de quartier dans le 16e arrondissement, mais attends, sur le sud, pas le nord, à ne pas confondre. Et donc, j'ai repris ça, et puis petit à petit, j'ai essayé de retrouver un peu les auteurs de cette époque-là et les faire parler. Et donc, à travers leurs livres, on les a mis en scène, si on peut dire, comme un metteur en scène, tous ces auteurs-là, et de l'inconnu au plus célèbre. Et c'est une librairie qui a été connue par l'influence, si on peut dire, de Pagnol. D'ailleurs, lorsque je suis allé regarder un peu la cave de la librairie Murat, on a trouvé les cahiers des contes de Pagnol, parce qu'il payait au mois. À l'époque, on payait au mois. Les clients, ils venaient régulièrement et à la fin du mois, ils réglaient la note de les achats. Et donc, voilà. Et puis, quelques anecdotes de Pagnol. On a eu aussi Marc Richard. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Bien sûr. Voilà, on a eu André Frossard, qui d'ailleurs j'ai fondé avec sa sœur Janine, ce qu'on appelle le bulletin littéraire Écolibri, et donc voilà, qui a fait quand même 15 000 exemplaires à l'époque. C'était quand même, c'était un bulletin qu'on faisait avec rien, et on rassemblait tout ça. Et avec nous, on avait aussi Jacques Rebuffard, qui était l'un des coéquipiers de Les 5 colonnes à la une. Voilà, un journaliste très connu. Et voilà, on faisait ce bulletin et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, etc., etc. Et on a mis en scène tous les auteurs de l'époque et on a organisé près de 250 salons littéraires. À l'époque, c'était les débuts, on ne voyait pas ça. Et petit à petit, on a occupé un peu tous les endroits, non seulement de la librairie Murat, mais en plus les endroits de Paris et de France aussi, parce qu'on s'est exporté aussi. Voilà, en bref. Eh bien, écoutez, Gaëtan, juste une petite incise. Je m'aperçois que vous êtes très nombreux déjà à être intervenus dans cette partie d'émission. Alors, vous allez, étant donné que le docteur Vincent Oliquet est maintenant nous a quittés, je vous assure, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et ce sera pareil pour Gaëtan de Salvatore. Je leur transmettrai vos questions. Ce sera plus simple. Et s'ils ont la gentillesse de vous renvoyer une réponse soit circonstanciée, au moins un petit mot ou un petit accusé de réception, ce sera fort sympathique de leur part. Mais je vois, et ça ne m'étonne pas, qu'il y a beaucoup de questions sur l'iode,
qui est donc le pouvoir de l'iode du docteur Reliquet. Donc n'hésitez pas, si vous avez même d'autres questions, tout cela, lui, sera transmis. Vous le savez, le docteur Reliquet, vous avez été habitué pendant des années à l'avoir pendant la crise Covid. Et donc, il ne se défausse jamais et répond toujours aux questions des auditeurs. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer. On parlait de l'iode, justement. Ah, alors qu'est-ce qui sauve? Ça peut sauver le corps, et puis même peut-être un petit peu plus, parce que c'est la thyroïde. Hein, parce que il y a des médicaments qui détériorent l'esprit et l'âme, et puis il y a des médicaments qui, au contraire, renforcent l'esprit, renforcent l'âme. Et c'est ce que nous a expliqué le docteur Reliquet. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'entendre cette consonance de l'iode et de iode. Hein, vous savez bien. Ah oui. Et oui, Oui. c'est-à-dire cette lettre des Hébreux, ce 10 qui est la première lettre aussi du tétragramme. Et oui, et qui annonce l'un, parce que c'est 1 aux dizaines. Et donc, on voit bien qu'il y a, et puis la mer, évidemment, et cet appel et ce chemin. Donc, il y a là quelque chose de résonance dans cette émission de Radio Courtoisie entre cette première partie avec le docteur Reliquet et Gaëtan de Salvatore, parce que nous sommes ensemble, mon cher Gaëtan, pour parler d'un livre qui est un livre important, un livre essentiel. Le monde a besoin d'un sauveur. Eh bien, c'est une histoire du salut que ce livre, c'est ce que vous expliquez. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques mots? Ben, tout simplement, moi, j'ai écrit ce livre, je me suis arrêté un jour sur cette phrase du Christ qui dit « Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands ». C'est quand même une affirmation très forte. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à maintenant, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que tous ces personnages qui nous ont abreuvés, si on peut dire, dans les textes d'écriture sainte, sont vraiment des gens recommandables? Et en lisant aussi Honoré de Balzac, qui dit il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, et l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Et donc, je me suis mis à la recherche vraiment pendant 5 ans pour essayer un peu de retracer le salut de l'homme. L'homme a toujours cherché son salut, depuis l'époque sumérienne, égyptienne jusqu'à nos jours. Et finalement, quand Jésus dit cette phrase aussi très importante de savoir avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que prédestination, présence réelle du Christ avant toute chose. Donc c'est vrai, il est arrivé au moment précis de notre histoire comme personne humaine, mais il y a à travers Jésus une préexistence de l'être. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous disons Trinité, oui. C'est-à-dire Père, Fils et Esprit Saint, le tous en un. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire ce livre de 700 pages. Et j'ai voulu l'alimenter aussi à travers l'écriture par des images fortes qui ont relation avec le texte. Et comme ça complète. Et à chaque fois, j'ai ajouté encore plus des notes de référence supplémentaires en bas de page. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec un livre de 700 pages. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais alors, Abraham, est-ce qu'il a vu Dieu? Puisque dans le chapitre 1 à 18 de Jean, Jean nous dit, à travers la bouche du Christ, Dieu, personne ne l'a vu, seul le Fils nous l'a fait connaître. Alors, qui est menteur? Abraham ou Jésus? Moïse ou Jésus? Et tutti quanti. Et tutti quanti. Voilà. Et voilà. Et à partir de là, l'écriture est partie. Et donc, je donne tous les repères essentiels. Hein. Ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire, ce sont des clés, mais c'est plutôt un trousseau que je donne pour réessayer de nouveau de réarmer la foi catholique, parce que malheureusement, aujourd'hui, nos prêtres, pas tous évidemment, mais beaucoup de prêtres
ils ne lisent plus le texte, ils inventent le texte pour faire plaisir au monde réel d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème que nous vivons actuellement. Et c'est pour ça que nous nous trouvons depuis 1958 et même, on peut dire exactement 1962 avec Paul VI, qui en réalité, vous savez que depuis 1962, avec l'élection et l'arrivée proprement dit de Paul VI, Paul VI, c'est un marane. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un marane. Pour les éditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, Paul VI, c'est un Israélite de confession israélite au départ, par sa famille. Oui. D'ailleurs, sa maman, quand on visite son tombeau, il y a l'étoile d'Israël dessus. Hein. Mm-hmm. Et donc, on voit bien qu'il a initié, si on peut dire, le parcours d'un catholicisme affirmé depuis le XIVe siècle, bien fort, mais petit à petit, il l'a transporté dans un catholicisme plutôt judéo-maçonnique. Alors ça, ouais. Il faut essayer de développer ces aspects-là, et c'est ce que nous allons faire justement dans cette partie d'émission voilà. Avec Gaëtan de Salvatore. Parce que si le monde a besoin d'un sauveur, mais ce sauveur, c'est Christ, c'est le Christ, eh bien, il faut sauver, dites-vous, l'identité catholique. Voilà, exactement. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que là, nous traversons, comme il disait l'apôtre Jean dans son Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire la vérité à travers le texte de l'apôtre Jean, qui est pour moi, à part son évangile, le summum qui complète les 4 évangiles. Nous vivons actuellement l'iniquité et l'apostasie. L'iniquité et l'apostasie. Est-ce que vous pouvez préciser? Il faut préciser, je crois. Oui. Eh bien, l'iniquité, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, nos enseignants, qui sont les prêtres, ils n'enseignent plus rien. On voit très bien ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Hein. Bientôt, on va marquer « solde de tout doit disparaître ». Hein. Les églises sont vides de plus en plus parce qu'ils n'accrochent plus. Moi, je dis toujours dans mes conférences, il faut être croyant, compétent et crédible. Croyants, nous le sommes, mais est-ce que nous sommes tous compétents? Parce que pour être crédible, il faut être compétent. Donc, il faut connaître à fond l'Évangile. Et pourquoi je dis l'Évangile et pas la Bible? Moi qui ai bien connu Padre Pio, puisque je suis de là-bas, il y a une petite assise, si on peut dire. Lorsque j'étais petit enfant, ma mère était très dévote et puis on allait une fois par mois donc, au couvent de Padre Pio pour sa messe. Et donc, on prenait le car à l'époque. Et puis, on arrivait jusqu'au pied du Monte Sant'Angelo, le mont Saint-Michel. Vous savez que tous les monts Saint-Michel, ils sont sur le même axe. On appelle ça l'épée de Saint-Michel. Et donc, après, on descendait du car et puis on prenait la charrette pour monter jusqu'au couvent de Padre Pio. Et c'est là qu'on est arrivé et pour la messe. Et Padre Pio, il était souvent en extase. Et sa messe, ça durait 2-3 heures des fois. Hein. Et notre mère, elle nous faisait des gâteaux à la châtaigne. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gâteaux à la châtaigne, parce qu'on attendait justement le moment essentiel de notre parcours pour manger les gâteaux à la châtaigne pendant la messe. Voilà. Et Padre Pio disait toujours, l'évangile, rien que l'évangile. Ça, c'est la parole directe du Père et du Fils. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une sorte de monologue à travers les prophètes de l'Ancien Testament, mais comme Jésus dit bien à travers la parole de l'apôtre Jean, Dieu, jamais personne ne le vit, seul le Fils nous l'a fait connaître. Donc c'est lui qui nous a fait connaître vraiment la profondeur de ce Dieu. Attention, on n'a pas à confondre de Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu des Israélites. C'est un Dieu, c'est eux-mêmes qui le disent quand on lit la Torah, c'est un Dieu cruel, un Dieu de vengeance, c'est un Dieu jaloux. Bah, s'il est Dieu, on ne peut pas être jaloux. Hein. Jaloux de qui? Et donc, voilà, Jésus, lorsqu'il s'adresse à son Père, dans sa prière, notre Père, il dit en araméen Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur et Père. Et c'est pour ça qu'il l'appelait Abba, Papa, et pas Avenu comme en hébreu.
Oui, Voilà. Abba. Abba qui signifie papa, en effet. Oui. Papa chéri, voilà. Ouais, Voilà. c'est ça. Et donc, ce qui est essentiel maintenant, c'est qu'il faut revenir à ce qu'on appelle à l'obédience première, la première obédience, c'est-à-dire tout au début à la parole des apôtres. Et moi, je suis enfin, affolé maintenant quand on voit dans des lieux de prière, même dans les lieux mariales, eh bien, on voit de moins en moins d'influence. On voit tous ces gens qui sont en quête, qui cherchent justement quelque chose de transcendant. Et malheureusement, les prêtres ne sont pas là. Ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent plus parler, ils ne savent plus dire, ils ne lisent plus. Ils lisent des choses, disons, superficielles et ils chantent surtout Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais Alléluia, est-ce que les gens ils savent ce que ça veut dire Alléluia? Alléluia, c'est deux mots. Allé, c'est louer, et Yah, c'est les premières lettres de Yahvé. Oui. Mais est-ce que Yahvé, c'est le papa de Jésus? C'est le papa, c'est le Dieu des Hébreux, des Israélites. Et je voudrais faire une assise en parlant et en citation, c'est le pape Pie XII, qui pour moi c'est le dernier pape. Et ça c'est très important. C'est dans l'encyclique, la lettre encyclique du 29 juin 1943, Mystici Corpus, et qui dit ceci. D'abord, la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Il dit bien abolie. C'est alors que la loi du Christ, avec ses mystères, ses lois, ses institutions et ses rites, fut sanctionnée par tout l'univers dans le sang de Jésus-Christ. Car tant que le divin Sauveur prêcha sur le territoire restreint, il avait été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison Israël. La loi et l'évangile marchaient de concert, mais sous le gibet de sa mort, il annula la loi avec ses prescriptions. Là, quand on parle de la loi, c'est la loi lévitique, hein, bien sûr, on ne parle pas du décalogue. Il Oui, on ne cloua. parle pas du décalogue, hein. On est bien d'accord. On ne parle surtout pas, on n'abolit pas le décalogue. Hein. C'est ça. Il cloua à la croix le chirographe de l'Ancien Testament, établissant une nouvelle alliance dans son sang répandu pour tous les gens humains, et pas seulement pour le petit peuple, pour le monde entier, enfin pour l'être humain. Alors, dit Saint Léon, le grand, et pas le dernier, là, Louis XIV, alors Léon XIV, hein, en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'évangile, de la synagogue, à l'église, des sacrifices nombreux, à la victime unique, se produisent avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'esprit, le voile mystique qui ferma au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement de haut en bas. Sous la quoi, par conséquence, la loi ancienne est morte. Bientôt, elle sera ensevelie et deviendra cause de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ancien Testament, certes, a posé les bougies, mais qui a allumé les bougies? C'est le Christ. Qui nous a porté la lumière profonde et la parole directe du Père et du Fils? C'est le Christ. Et c'est pour ça que Padre Pio disait l'évangile, rien que l'évangile. Magnifique démonstration, Gaëtan de Salvatore. L'apostasie. J'aimerais, parce que c'est une courte émission avec deux invités qui auraient largement mérité une émission entière, mais ils l'auront, puisque nous sommes au début de l'été. Et l'été, c'est une période aussi qui va nous permettre la décantation. Et en septembre, nous aurons Gaëtan de Salvatore pendant 1h30 dans une émission, justement, de Libre Journal de géopolitique profonde. Mais parlons dès à présent, si vous le voulez bien, de cette apostasie, qui est le danger que vous pointez du doigt de nos temps. Eh ben, on le voit ce qui se passe actuellement. Hein. On voit très bien que depuis, donc, je disais tout au début, avec 1962, avec Paul VI, après nous avons Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui est aussi un marade, hein, il ne faut pas oublier ça. Hein. Quand il était évêque de Cracovie, il faisait le Shabbat, alors que le canon des apôtres 7, 65 et 70 interdit justement à un catholique de faire ceci. Hein. C'est interdit. Hein.
eh bien, donc Jean-Paul II, puis après nous avons Benoît XVI. Il ne faut pas oublier que Benoît XVI, moi, dans mon livre, je le raconte. Il suffit de le lire. Hein, je trace toute l'analyse profonde de ces vicaires, si on peut dire, de l'Église catholique. Benoît XVI, eh bien, dans sa famille, il a 7 rabbins. Donc, il est lui aussi marane. Et donc, nous avons eu aussi le dernier qui est décédé dernièrement, c'est le Bergoglio, François. J'ai retrouvé à la synagogue d'Asti, en Italie, sa famille, qui est bien répertoriée comme étant israélite. Donc, on voit très bien qu'actuellement, l'Église catholique est complètement judéo-protestante maintenant. Judéo-protestante, avec des accents maçonniques bien ancrés. Alors, est-ce que vous Et pouvez on sait très bien que le protestantisme... Est-ce que vous pouvez préciser ces accents maçonniques, par exemple? Eh bien, on le voit dans les textes qui sont de plus en plus humanistes, de plus en plus ouverts à l'humanité tout entière. Certes, le catholicisme est universel, oui, mais on parle du catholicisme dans le côté christologique et christique. C'est-à-dire que nous devons d'abord accepter la vraie parole. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin, une vie, une vérité parmi tant d'autres ». Non, je suis le chemin, je suis la vérité. Et donc, ce qui vient, puisque moi et le Père, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. C'est ce qui fait la différence avec les protestants qui suivent toujours, parce qu'un protestant, qu'est-ce que c'est en réalité? Ce n'est qu'un avatar du judaïsme. Ils sont toujours accrochés au temple, et ils n'ont toujours pas cette forme de l'Église. Pourquoi le Christ, lorsqu'il dit « je vais détruire le temple », parce qu'il ne faisait plus confiance à ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament des hommes de l'époque qui avaient trahi la parole de Dieu, du vrai Dieu, Adonai. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son corps mystique que nous appelons l'Église. Voilà. Et donc, voilà pourquoi nous vivons actuellement dans l'apostasie complète du personnel de l'Église, à ne pas confondre l'Église, parce que l'Église, elle est universelle et éternelle. Le Christ, il a dit, je serai toujours là, présent avec vous jusqu'à la dernière minute. Donc, on parle du personnel de l'Église qui a failli à sa mission. Et ça, on le voit déjà depuis le XVIe siècle. Il ne faut pas oublier. Et moi, dans mon livre, à la page 670, je parle du criblage de ce qu'on appelle l'apostasie qui se met en place petit à petit depuis le XVIe, XVIIe siècle. Et on voit au fur et à mesure, d'ailleurs, les gens ils peuvent vérifier dans mon livre, je fais un tableau bien précis pour expliquer pourquoi et comment le mot Dieu, le vrai Dieu, il est devenu secondaire pour une forme de humanisme. Eh bien, l'humanisme, on le trouve dans toute la souche, dans le sous-strat, ce qu'on appelle la maçonnerie. Voilà. Et alors, le dernier, là... Et voilà pourquoi nous sommes dans la situation... Je vous en prie, terminez. Eh bien, le dernier, il ne fait qu'il suit. Le dernier, bon, rapidement, le dernier, mais le fait qu'il va, d'ailleurs, il l'a dit, avant de sortir du conclave, il a rassemblé tous les cardinaux présents et il a dit, j'espère que vous allez suivre à la lettre ce qui a été bien écrit dans Vatican II, puisque c'est notre bréviaire, si on peut dire, dans les années à venir. Donc, il va peut-être le présenter d'une forme un peu différente de Bergoglio, plus acceptable. D'ailleurs, il a mis la chasuble, il a mis les attributs un peu comme Jean-Paul II et Benoît XVI, mais tout ça, c'est pour tromper, pour vous, il y a duplicité. Pour vous, il y a duplicité. Vous citez même des textes maçonniques où on dit « nous mettrons à la tête du Vatican un homme qui donnera le change, en quelque sorte, mais il est dans l'apostasie car il est le vecteur d'une autre religion. » Et je vais compléter en disant une chose, c'est Marie, dans tous ses messages à la Salette ou à Fatima et autres, qui a dit, avant que mon fils revienne pour la deuxième fois, cette fois en gloire et pas comme un petit bébé dans une crèche, eh bien, il y aura un pape noir, mais noir pas dans la peau, hein, un pape des ténèbres. Eh bien, nous y sommes. Voilà. Donc, soyez prudents. Tout ce que je dis, soyez prudents. Faites confiance à la providence.
c'est le baromètre. Si la providence veut, et le discernement, toujours, il faut avoir du discernement. C'est ça qui permet justement de prendre le bon chemin et pas le mauvais chemin qui nous amène dans un cul-de-sac. Et nous sommes dans un cul-de-sac. Et alors, le Padre Pio, hein, vous le citez aussi, eh bien, avait cette vision de Jésus le Christ oui, qui pleurait quand il regardait tous ces évêques, quand il regardait tous ces hommes d'église en disant c'est eux qui causent la peine de notre Seigneur. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Et parce qu'il le disait, en fait, la crucifixion n'est pas terminée. Non, en quelque sorte, il est toujours dans cette souffrance. Continue. Je ne sais pas si on a le temps, parce qu'il y a une lettre. Vous avez 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Bon, alors, je peux y aller. Donc, je donne la parole à Padre Pio. Donc, dans une lettre du 7 avril 1913, Padre Pio écrivait au père Agostino. C'est donc dans ce que j'appelle, moi, l'épistolaire de Padre Pio. Et il disait ceci. Qu'est-ce que j'ai fait la suite? Bon, enfin, ça fait rien. Il disait ceci: vendredi matin, j'étais encore au lit quand Jésus m'est apparu. Il était dans un triste état et tout défiguré. Il m'a montré une multitude de prêtres, réguliers et séculiers, et parmi eux, plusieurs dignitaires ecclésiastiques. Les uns étaient en train de célébrer, d'autres revêtaient des ornements liturgiques, d'autres encore, ils l'ont enlevé. La vue de Jésus rempli de tristesse me faisait beaucoup de peine. Alors je lui ai demandé pourquoi il souffrait tant. Je n'ai pas eu aucune réponse, mais son regard se tournait vers ses prêtres et peu après, presque horrifié, et comme s'il était passé, ils étaient las de regarder, il a détourné le regard, l'a porté sur moi. J'ai remarqué avec stupeur 2 larmes couler sur ses joues. Il s'est éloigné de cette foule de prêtres avec une expression de grand dégoût en criant « assassin ». Et tournant vers moi, il m'a dit: mon fils, ne croyez pas que ma passion n'a duré que 3 heures. Non, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde. Voilà. Oui, voilà, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde. Donc c'est clair. Et nous y sommes. Donc c'est pour ça que moi je prêche, si on peut dire, à chaque fois que je vais dans des lieux mariales, de rassembler. Le Christ a dit: lorsque je viendrai chercher le petit reste. Il n'a pas dit je viendrai chercher tout le monde. Non, je viendrai chercher le petit reste. Parce qu'on voit très bien que la masse, elle est en train de s'exclure toute seule. Et donc, ce petit reste, eh bien, rassemblons-nous au maximum, parce que nous sommes dans les temps. Nous allons être les témoins de cette situation, et nous allons revivre la révélation de l'apôtre Jean, qui est non seulement, certes, elle est un peu angoissante, mais c'est aussi l'espoir. C'est l'espoir de notre devenir. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, Gaëtan, j'aimerais que vous nous parliez, parce que quel est le salut alors aussi par rapport à l'Église qui est aujourd'hui donc infiltrée, une restauration ou bien aussi se tourner peut-être vers l'Est, se tourner vers la Troisième Rome, se tourner vers l'orthodoxie. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Oui, moi je crois que Rome a terminé son parcours. Dans le sens qu'on voit très bien qu'on peut dire que la dernière devise de Malachie, c'est de la gloire et de l'olivier. Et j'ai cherché qui peut être ce symbole. Et on le voit dans la devise de Benoît XVI. Benoît XVI, on peut dire qu'officiellement, Benoît XVI était encore plus ou moins dans la forme de la tradition de l'Église, puisque c'est lui qui a pris la devise de la gloire et de l'olivier. Et l'olivier, c'est le symbole des Juifs. Hein. Et Benoît XVI, comme j'ai dit tout à l'heure, il est d'origine israélienne. Et donc, on voit très bien que le cycle se termine, notre cycle adamique se termine, et avec la venue du Christ, va permettre justement de remettre les choses en place. 2025, c'est l'année fatidique, c'est une année très, très importante. Non seulement il va y avoir le jubilé,
mais aussi parce que, je dis toujours, nous sommes dans la tradition de Melchisédek, et pas dans la tradition abrahamique. Pourquoi Melchisédek? Melchisédek, c'était le roi de Salem, qui est venu par la suite de Jérusalem. Donc, on dit aussi, certains mystiques parlent de Melchisédek comme un ange divin à la manière. D'ailleurs, Matthieu... Ils se rencontrent, Melchisédek et Abraham, hein, d'ailleurs. C'est ça. Et Abraham donne la dîme à Melchisédek. Mais on voit très bien que Melchisédek, donc, c'est le roi de Salem, non circoncis et sans généalogie. Eh bien, Matthieu parle de Jésus, du sacerdoce de Jésus, à la manière de Melchisédek. Il ne dit pas à la manière d'Abraham, il dit à la manière de... Donc, nous sommes dans la tradition. C'est le sacrifice précurseur du pain et du vin. Hein. Et voilà, exactement. Ben, j'ai tout un chapitre très important de Melchisédek dans mon livre. Et c'est pour ça que j'encourage les auditeurs à lire mon livre profondément, parce que non seulement je leur donne des codes, mais en même temps, je lui donne un peu les réponses qu'il faut donner, parce que malheureusement, avec le temps, on oublie tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous allons retrouver cette forme, et je pense que le Christ a déjà nommé son successeur vicaire pour nous, mais à la manière de Melchisédek. Mais pour l'instant, il est caché. Il va apparaître très rapidement. Et je pense que 2029, ça sera une année très importante aussi, parce que c'est là que le vicaire, le vrai vicaire de Christ, va annoncer la venue de Christ. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie des derniers temps, et pas ce qu'ils attendent les Israélites d'Israël, qui est, moi j'appelle plutôt le Mashiach, le royaume de Juda, et pas Israël. C'est une imposture, c'est pas Israël, c'est le royaume de Juda. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais peut-être développer un peu plus loin la prochaine fois, si vous voulez bien, parce que c'est quand même assez compliqué, et donc je peux l'expliquer. Expliquez-nous, d'aller encore pendant 2 petites minutes, vos différents ouvrages, parce que ce n'est pas le seul. Il y a Le monde a besoin d'un sauveur. Rappelez-nous l'édition de ce livre. Alors, Le monde a besoin d'un sauveur, je l'ai édité moi-même en auto-édition, parce que malheureusement, après avoir cherché des éditeurs pour l'éditer autour de nous, même des éditeurs dans la tradition, eh bien, non seulement le livre est énorme, c'est vrai, il fait 700 pages, il y a des images couleurs, évidemment, et ils voulaient me mettre le prix le prix du livre à un prix exorbitant, 48 €. Je dis non, mais attendez, c'est pas possible, on ne peut pas le vendre. Hein. Les personnes peuvent l'acheter, surtout pour les petites bourses. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un imprimeur qui a épousé parfaitement ce que je expliquais dans le livre. Et du coup, il m'a fait presque gratuitement, si on peut dire, il m'en a fait à 26 €. Et le prix du livre, il est à 33. J'ai mis 33 symbolique parce que c'est l'année du Christ. Donc, et puis 33 ans, c'est le temps où vous avez été aussi le propriétaire de cette magnifique librairie Murat. Voilà. Alors, donc, il y a donc comment se procure-t-on ce livre? Comment se procure-t-on ce livre? Écoutez, il faut tout simplement aller sur mon site, je vous le donne, c'est entre trait d'union au milieu, nous.net, surtout .net. Entre-nous, entre nous, mais entre-nous, voilà. .net. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez arriver sur le site. Voilà. C'est ça, tout simplement. .net, et vous avez vous avez même des mails. À ce moment-là, vous pouvez même envoyer un mail et on peut faire ça en direct. Puis moi, je vous envoie ce que je fais souvent. Il n'y a pas de problème. Il y a juste les frais de port, 5,80 €, quelque chose comme ça. Et le prix, c'est 33 €, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, et ça permet justement de se réarmer, parce que mon but, c'est de réarmer la foi catholique. Une chose que malheureusement, beaucoup de prêtres, ils ont abandonné, parce que ils sont dans le monde. Alors, j'ai fait d'autres livres précédemment. C'était La foi retrouvée, aux éditions L'Harmattan, et aussi aux éditions L'Harmattan, un livre qui a eu un grand succès, énormément de succès, c'est Paris Auteuil sous les bombes. Oui. C'est le bombardement de 1943 des Anglo-Américains sur Paris, personne n'en parle, c'est le seul document qui existe. C'est pareil, il y a des images, il y a à peu près une 500aine d'images noires et blanches à l'époque. C'est des photos que j'ai eu la possibilité d'avoir dans les mains, et ça permet de comprendre comment
les Anglo-Américains ont bombardé Paris par erreur, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le compas dans l'œil, et donc ils ont déversé les bombes parce qu'il y avait les usines Renault et Citroën, où il y avait l'armée allemande qui occupait ces usines-là. Et donc, malheureusement, et donc à ce moment-là, il y a eu 600 personnes qui sont décédées, des personnes comme vous et moi qui, malheureusement, ce jour-là, ils se sont trouvés sous le bombardement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle, Gaëtan de Salvatore, eh bien, le monde a besoin d'un sauveur, histoire du salut. Je vous remercie beaucoup, Gaëtan. Nous allons recevoir maintenant, eh bien, nous ne recevrons personne. Nous allons dire au revoir aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais eh bien, ils vont accueillir maintenant le livre journal des controverses de notre ami Mike Borowski. Merci beaucoup à vous. Merci aux auditeurs. Et puis voilà. Et je vous dis, demander mon livre, voilà. Et je vous dis à la rentrée, voilà, parce que nous nous retrouverons à la rentrée de septembre. Merci, excellente journée à tous. Et bonne journée à bientôt. à tous. Au revoir.